vraiment d'actualité que les algorithmes. Alors on l'a intitulé « Les algorithmes peuvent-ils prédire l'avenir ?» On a de la chance parce qu'on a des intervenants qui maîtrisent bien ce sujet quand même assez complexe, parce qu'on en entend beaucoup parler aujourd'hui, on entend peut-être aussi parfois un peu tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup de peur aussi, on y reviendra, parce qu'on voit bien que c'est un sujet qui effraie parfois. Moi j'ai découvert récemment, d'ailleurs avec Adrien, dont je parlais tout à l'heure, la Google Home lors d'une présentation la semaine dernière, avec Google qui est sans doute l'algorithme le plus connu. Et alors, ça, c'est un peu ma paranoïa, parce qu'après j'avais l'impression de voir la Google Home partout, dans mon fil Twitter sponsorisé, enfin bon, ça c'est autre chose, mais on voit bien que ça commence à arriver, y compris dans ce qu'on a de plus intime, c'est-à-dire dans notre maison, parce que derrière tout ça, il y a quand même ces fameux algorithmes. Donc c'est un sujet assez passionnant, et je vais vous dire un petit mot sur les intervenants qui donc nous font le plaisir d'être ici ce soir. D'abord remercier peut-être Bertil parce qu'il est venu au pied levé. Merci beaucoup d'être ici. Tu es ingénieur de formation. Tu pourras compléter évidemment cette présentation. Et tu as rejoint, j'en parlais dans l'introduction, une agence de conseil qui s'appelle Auxilia en 2009, que tu diriges depuis 2012. Et qui aide les acteurs publics à adapter leur stratégie aux enjeux de la transition écologique et sociale. Tu accompagnes aussi les entreprises pour faire évoluer leurs activités vers des modèles économes en ressources, innovants et inclusifs. Et puis depuis peu de temps, 2-3 ans, Chronos, tu es donc gérant de Chronos, qui est un cabinet de prospective qui travaille sur les données liées à la mobilité, à la gouvernance de ces projets, aux services urbains ou encore au futur des territoires, avec une vraie expertise sur le domaine de la donnée, justement. Et la donnée au service de l'intérêt général, si on peut résumer comme ça. Ouais, merci beaucoup Nicolas. Très belle présentation. Je suis désolé pour ceux qui s'attendaient à voir Henri Verdier ce soir. Je suis vraiment l'intrus Tant pis pour lui, du sujet. D'autant que je ne suis pas franchement un expert des algorithmes, mais plutôt effectivement de la façon dont les services urbains aujourd'hui, basés sur les données, modifient les usages dans la ville. Ouais, parce que quand on dit algorithme, forcément il y a données qui arrivent... Alors c'est très vite derrière, et ce qui nous intéresse chez Chronos en particulier, c'est de voir comment ces nouveaux services qui façonnent de nouveaux usages, on peut y mettre un peu d'intérêt général, un peu de bien commun, pour faire face justement aux défis qu'évoquait Nicolas de transition socio-écologique. Voilà. Si tu devais définir les algorithmes, ça peut être la première question que je vais vous poser à chacun, enfin, pour que les gens, peut-être qu'il y a des gens qui sont venus, qui sont un peu curieux. Encore une fois, on en entend tout le temps parler des algorithmes, mais c'est quoi un algorithme? Alors, je suis encore une fois, merci de m'adresser à la question là-dessus, parce que j'ai eu un temps de préparation considérable. Non, le truc que j'ai envie de dire, c'est que pour moi, un algorithme, c'est pas seulement une chose technique, c'est avant tout peut-être un objet politique. Au moins quand on en parle dans un contexte de service urbain, c'est quelque chose qui est fondamentalement politique et social avant d'être technique ou économique. Et c'est en tout cas nous ce qui nous intéresse dans les travaux qu'on mène là-dessus. Tu vois? Très bien. Très bonne réponse. Merci Bertil. J'ai oublié de vous dire qu'il y a un hashtag qui est UpConf. Et du coup, comme on parle un peu d'algorithme et un peu de progrès, de science, de 2.0 justement, on va essayer de faire un truc un peu participatif ce soir. C'est que je n'animerai pas tout seul l'événement. Je vais prendre de temps en temps sur le hashtag UpConf certaines de vos questions, de vos remarques, de vos idées. Donc n'hésitez pas à aller à tweeter sur le hashtag UpConf. Dominique Cardon, merci d'être ici. Vous êtes sociologue au Media Lab à Sciences Po. Vous avez été auparavant chercheur au laboratoire des usages d'Orange Lab et professeur associé à l'université Paris-Est. C'est ça? Vous avez pas mal écrit sur les sujets dont on va parler ce soir, des recherches sur les usages d'Internet dans différents contextes, la gouvernance de Wikipédia par exemple, la relation entre pratique expressive et réseau social sur les blogs, la pudeur et l'impudeur en ligne. Il y a de la pudeur en ligne? Oui. D'accord.
Les pratiques des réseaux sociaux en ligne, enfin beaucoup de choses comme ça. Vous avez publié La démocratie Internet, notamment, et vous êtes membre du comité de rédaction de la revue Réseau et du comité prospectif de la CNIL et du conseil scientifique de Wikimedia France. Est-ce que vous voulez compléter? Non, c'est pas. Ça fait pas mal de choses. Et votre définition de l'algorithme? Alors, moi j'ai donné une définition plus technique, mais je suis d'accord, évidemment c'est très politique, mais Parlons près du micro. et en fait aujourd'hui avec la mode, enfin avec la diffusion du terme, il y a 5 ans personne n'a parlé d'informaticien, de savoir ce qu'était qu'un algorithme. Du coup les informaticiens ne sont pas très contents de la manière dont on l'utilise à tout bout de champ ce terme. En informatique, c'est un terme arabe né au IXe siècle par un algébriste. Et donc l'idée de l'algorithme, c'est que c'est une suite d'instructions qui transforme des données, donc qui procède à un calcul. Et donc ce qui est important, c'est la suite d'instructions. Et la métaphore la plus simple de l'algorithme, c'est la recette de cuisine. C'est la recette de cuisine est vraiment quelque chose, on a des ingrédients en entrée, on a un plat réussi ou pas en sortie. Le fait qu'il soit réussi ou pas, d'ailleurs, est très important pour les algorithmes qui mesurent leur efficacité. Et au milieu, on a des instructions qu'il faut vraiment suivre dans l'ordre. Et dans le code informatique, c'est essentiel, évidemment, qu'on ait séparé les blancs et les jaunes si on veut réussir le gâteau. Donc la question de l'ordre des instructions définit en tout cas cette idée de l'algorithme en sciences informatiques. Merci beaucoup. Anne-Sophie Taillandier, vous êtes directrice de la plateforme TerraLab. Vous êtes diplômée de Supélec, de l'Université Pierre et Marie Curie, de l'École normale supérieure de Cachan. Vous avez travaillé pour plusieurs entreprises des nouvelles technologies, éditeurs de logiciels, technologies de sécurité, reconnaissance d'images. Et puis en 2015, donc, vous prenez la direction de la plateforme TerraLab. C'est une initiative de l'Institut Mines Télécom et du groupe des écoles nationales d'économie et de statistique. Peut-être que vous pouvez nous dire déjà, peut-être pour commencer, un petit mot sur TerraLab. Oui, merci. Alors TerraLab, c'est une plateforme et une infrastructure en fait qui a été créée en 2014, maintenant il y a presque 4 ans, et qui partait du constat que les entreprises avaient besoin, avec la data maintenant et les algorithmes, d'ouvrir leur innovation et leur recherche vers l'extérieur. C'est un nouveau paradigme pour eux, que donner un accès à leur data dans leur système d'information, c'est impossible. Que ces données ont de la valeur et les mettre à disposition comme ça de chercheurs, de start-up, de PME innovantes, c'est hyper compliqué. Et donc nous, en fait, à l'Institut Mines Télécom, on a développé une infrastructure, la nôtre, qui est souveraine, sécurisée et neutre, parce qu'on est très open source, dans lequel ils peuvent venir apporter leurs données, on les met dans un espace sécurisé, et on va venir dans notre écosystème chercher des acteurs qui peuvent les aider à résoudre un problème particulier. Et on les accompagne aussi pour bien déterminer les contours de ce problème particulier, parce que voilà, quelquefois les idées peuvent être un peu vagues. Donc, voilà. Et nous, on est une plateforme recherche, innovation, enseignement. On ne fait pas de production. Voilà. On est vraiment pour accélérer les choses. On est un bac à sable. On vient fournir un espace de travail, des outils et des compétences. Merci beaucoup. Votre définition peut-être aussi de l'algorithme? Ça devient compliqué après les 2 définitions précédentes. Il y a des choses à rajouter sinon... Alors avec mon profil technique, je vais dire que je reste sur quelque chose d'assez technique et j'ai toujours du mal à séparer les algorithmes des données. Parce que justement nous dire en quoi c'est lié au big data aussi dont on parle beaucoup aujourd'hui. Oui, big data, intelligence artificielle, smart data, tout ça, ça revient un petit peu, pour moi, à la même chose. Un algorithme, voilà, je trouve que la recette de cuisine, c'est une belle métaphore, c'est vraiment ça. Et puis, il faut les bons ingrédients au départ, quoi, il faut les bonnes données. Et finalement, un algorithme, on va aussi l'utiliser par rapport à une finalité, et la définition de cette finalité est importante, quoi. Et donc les données de départ, si on part sur des données qui n'ont rien à voir avec ce qu'on voudrait, voilà, on va chercher l'âge du capitaine, mais on ne va pas trouver quelque chose d'intéressant, quoi. Oui, évidemment, la qualité de la donnée, c'est pour ça qu'il y a aussi cette ruée vers, pas vers l'or, mais vers la data aujourd'hui. C'est parce que si on veut un bon algorithme, il faut de la donnée. Oui, voilà. Et TerraLab, ce qu'on veut, c'est que les startups, en tout cas les entreprises innovantes ou les chercheurs ou les étudiants puissent travailler sur des données réelles
pour être au plus près possible des besoins des entreprises. Je dis entreprises au sens très large, parce qu'il y a tout type d'entreprise, il peut y avoir aussi des institutions publiques, en tout cas tout plus proche de leurs valeurs et de leurs données. L'intelligence artificielle, du coup, c'est un algorithme? Est-ce qu'on peut dire ça? Là, bon, c'est compliqué de répondre, ce serait long. Et intelligence artificielle, c'est le mot qui est venu il y a 2 ans, se mettre au-dessus de big data et algorithmes de façon un peu bizarre. Voilà. Moi, je viens toujours ajouter des concepts à des concepts. Oui, mais bon, je pense qu'on est sous un effet de phénomène de mode aujourd'hui. Et ces modes sont produits aussi par des intérêts économiques, il ne faut jamais l'oublier. Donc des gens qui ont Et donc on a ranimé un terme intelligence artificielle, qui est une histoire très très ancienne. Je prends 2 minutes pour raconter ou parce que qui a été fondée en 1956 lors d'une fameuse conférence à Dartmouth par John McCarthy, et son idée était de faire des entités autonomes, de faire des machines autonomes. Et ça a été d'une certaine manière un des vecteurs qui a poussé toute l'histoire du monde numérique, né donc dans la cybernétique à cette époque-là. Et puis c'est retombé dans les années 60, puis c'est reparti dans les années 80 de façon très très forte. Et donc c'était le 2e printemps de l'intelligence artificielle, avec l'idée que les machines, des automates informatiques, allaient simuler la forme du raisonnement naturel d'un humain. Et donc la notion centrale était celle d'imaginer que nous allions prendre un médecin et puis lui demander comment il fait un diagnostic, A, B, ensuite ça. Donc c'était de la logique, et on prenait des arbres de décision symboliques pour les transformer en forme de raisonnement naturel qu'on transformait en règles et qu'on mettait dans les machines. Ça, c'est l'intelligence artificielle qui est d'une certaine manière dans l'esprit de beaucoup, parce qu'elle a été structurante dans les années 80 et elle a complètement échoué, je le dis de façon caricaturale, dans les années 90. Et du coup, aujourd'hui, on voit un 3e printemps de l'intelligence artificielle qui sert aujourd'hui dans le débat public à qualifier une autre technique qui n'a rien à voir avec la seconde, qui n'a pas fait énormément de progrès, même s'il y a des choses originales qui se sont passées dans ce qu'on appelait les systèmes experts, qui est de ce qu'on appelle, alors je pense qu'on va en parler ce soir, enfin, mais sans être trop technique, les techniques dites d'apprentissage, de machine learning, et notamment parmi beaucoup de techniques d'apprentissage, une technique qui aujourd'hui a des succès là majeurs, qui s'appuie sur un raisonnement un formalisme par des réseaux de neurones, on appelle ça deep learning. Les gens qui faisaient du deep learning dans les années 80 étaient méprisés par ceux qui faisaient de l'intelligence artificielle. C'est ça qui me fait rire à l'historien. C'est qu'ils étaient méprisés dans les années 80, et aujourd'hui, que leur truc fonctionne, on a ranimé le nom intelligence artificielle, et ceux qui faisaient de l'intelligence artificielle des années 80 accrochent leur wagon à la réussite actuelle du deep learning, qui est une méthode, mais là je vais être trop long, dont on reparlera tout à l'heure, et qu'on appelle de façon, c'est un peu, enfin, mais là je parle en sociologue et pas, il faudrait demander aux gens du métier. Moi je trouve que c'est très exagéré d'appeler ça intelligence artificielle. On ferait mieux, je trouve que ce serait plus sage d'employer le terme technique du métier, qui est, ce sont de nouvelles techniques d'apprentissage, c'est-à-dire que, et alors c'est vraiment des choses importantes, voilà, c'est que autrefois on mettait, les humains concevaient des modèles qu'ils codaient dans l'automate, et on peut dire que c'était la seconde intelligence artificielle. Aujourd'hui, on donne des données au modèle, et puis on lui donne un objectif en sortie, mais c'est les réseaux de neurones qui vont se régler pour dessiner elles-mêmes le modèle. Et donc, on ne façonne plus le modèle, on contrôle toujours le système parce qu'on lui a donné un objectif en sortie, mais d'une certaine manière, le système technique va apprendre des données, la manière de se comporter, de réagir, de recommander, de calculer, de prédire, etc. etc. Et c'est ça la nouveauté, on pourrait dire, du point de vue des systèmes techniques, c'est ça la nouveauté. Et on lui a accolé cette étiquette d'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous donner les uns ou les autres des exemples marquants, enfin en tout cas vous avez en tête, d'utilisation justement dans quel secteur d'activité, dans quel domaine les algorithmes sont particulièrement en développement aujourd'hui? Ça marche? Oui, ça marche.
Alors, sur Terralab, on a une cinquantaine de projets qui existent depuis 2014. On en a à peu près dans tous les secteurs, que ce soit... il y en a un peu dans la mobilité, il y en a dans l'industrie, il y en a dans le e-gouvernement, dans les institutions, il y en a dans les assurances, mais voilà, tout ça est toujours très légiféré. Après... Avec quel objectif, qu'est-ce qu'ils permettent? Alors, par exemple, dans l'industrie, c'est de la maintenance prédictive, donc c'est essayer de prévoir par des indicateurs externes quand est-ce que tel objet ou tel véhicule ou tel composant a un risque de tomber en panne, et plutôt que, par exemple, pour votre voiture, faire une révision de la voiture tous les 10 000 km, le faire sans doute de façon plus intelligente, parce que si ça se trouve, elle n'a pas besoin de le faire au bout de 10 000 km ce coup-ci, mais au bout de 15 000, et en fait de prévenir ça par des indicateurs externes. Et effectivement, en fait, l'intelligence artificielle, ou big data ou smart data, en fait, c'est vraiment très data-driven, en fait. On va chercher des données, des informations, plutôt que d'aller imposer un modèle qu'on va appliquer sur des données. Et à la limite, les deux, quelquefois, sur certains projets, sont complémentaires. C'est-à-dire qu'on garde une approche physique, de modèle physique, qu'on va aller appliquer sur quelque chose, et en fait, on va venir le compléter de modèles deep learning ou machine learning, en tout cas, qui sont issus des données. Donc voilà, ça peut être des exemples assez bêtes, en fait. C'est pas avec des enjeux qui sont plus des enjeux économiques. Là, en tout cas, sur celui que je présente, que des enjeux très sociétaux, quoi. C'est plus des entreprises aujourd'hui que les pouvoirs publics qui se sont emparés. On a l'impression, oui, mais vous confirmez ça? Bertil, toi qui connais bien peut-être la sphère publique, les acteurs publics. Je suis encore une fois pas du tout un expert des algorithmes. Moi, ce que j'ai en vue, comme probablement beaucoup d'entre vous, c'est de l'apprentissage profond, du deep learning sur des questions de santé, par exemple. La capacité à traiter de l'imagerie médicale à haut volume pour identifier des motifs qui permettent de déceler des maladies. Voilà, je pense qu'il y a... Après, je ne suis pas un expert, je pense que dans le domaine de la mobilité notamment, il y a des capacités prédictives qui, une fois qu'on brasse de grands volumes de données de déplacement, permettent d'anticiper en fonction d'événements qui peuvent avoir lieu sur un territoire où vont se produire les congestions. Je pense que ça fait partie... Parce qu'il y a une réflexion sur la donnée quand même dans la sphère publique. Alors, oui, qu'il y a une réflexion, parce que j'étais très intéressé par la définition qu'a donnée Dominique, c'est-à-dire qu'un algorithme, c'est des ingrédients, des données et un objectif. Et voilà, l'objet d'étude qui nous intéresse, c'est cette question de l'objectif. C'est aujourd'hui qui assigne un objectif. Alors je me place toujours dans le champ des services urbains, c'est-à-dire la façon dont les gens se déplacent, travaillent, habitent, consomment, se soignent sur un territoire. On voit aujourd'hui... Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on voit des services urbains aujourd'hui qui arrivent dans la ville et qui ne sont pas du tout le fait d'une programmation urbaine ou d'une planification urbaine de l'acteur public. Ce sont des services qui sont affranchis de l'acteur public. Et du coup, la question qu'on se pose, c'est ces données captées par des acteurs souvent privés, les algorithmes qui les manipulent, comment aujourd'hui tiennent-ils compte de l'intérêt général, en tiennent-ils compte, et comment on peut remettre des questions d'équité, de finalité, d'intentionnalité dans ces choses-là. Pour les collectivités, la donnée, c'est quoi leur objectif premier? C'est la question de la mobilité, notamment? C'est des sujets... Il y a des gens qui travaillent dans les collectivités ici ou pas? C'est à eux qu'il faudrait poser la question, en fait. Moi, pour en avoir discuté avec des collectivités, des agents dans les collectivités, des élus qui sont dans des collectivités parfois assez avancées, en fait, sur ce sujet-là, moi, j'aurais tendance à dire de façon un peu violente que la donnée, c'est plutôt un oubli aujourd'hui. C'est une zone d'ombre, une zone aveugle des politiques publiques locales. Oui, parce que tu travailles beaucoup sur des projets de mobilité, justement, et la donnée n'est pas suffisamment présente, parce que c'est vrai qu'on peut se dire, pour réfléchir de façon intelligente sur la façon d'améliorer la mobilité au sein d'un territoire, il faut justement avoir beaucoup de données pour savoir quels sont les flux, et ça, non, c'est quelque chose qui est peu présent aujourd'hui dans le travail avec les collectivités. Il ne faudrait pas mettre toutes les collectivités dans le même sac, et puis la mobilité est certainement le secteur dans les politiques publiques locales où il s'est passé le plus de choses. Donc il y a des collectivités qui ont ouvert leurs données, qui aujourd'hui réfléchissent à la façon dont ils peuvent combiner ces données-là avec d'autres données qui sont acquises par des acteurs privés. On pense évidemment à Waze, Uber, Coyote, etc., TomTom, qui le font parfois déjà. Après, ce qu'on peut regretter, c'est qu'aujourd'hui, ce soit
D'abord des approches qui sont vraiment sectorielles, quoi, très en silo. Alors il y a des collectivités qui font rien là-dessus, parce qu'elles n'ont pas l'ingénierie, des compétences en interne, etc. D'autres qui s'en saisissent, mais qui le pensent un peu en silo, et pas de façon transversale. Or aujourd'hui, ce qui se dessine, hein, évidemment, c'est là où il va y avoir de la valeur ajoutée à mélanger les données, c'est quand on va prendre des données de la mobilité avec celles de l'énergie, des données sociodémographiques, des données d'habitat. Et aujourd'hui, de mon constat, en tout cas en France, hein, ce que je peux observer, c'est que c'est pas pensé aujourd'hui comme ça. Même dans des collectivités qui sont très avancées, il y a la direction de transport qui a sa politique de données, qui est très différente de celle de l'énergie, et celle des déchets, il ne se passe rien. Voilà. C'est un peu violent et très raccourci, mais c'est un peu ça ce que moi j'aurais tendance à observer. On trouve le cloisonnement qui caractérise souvent notre pays, malheureusement. Je peux répondre, parce que ta question est très bonne. Enfin, moi, c'est celle que je me pose tout le temps, c'est quels sont les algorithmes qui marchent. C'est pour dire qu'il y en a beaucoup qui ne marchent pas, en fait. Hein. Donc, sur fond de systèmes qui ne marchent pas, il y en a qui marchent mieux, et il y en a qui marchent incroyablement bien. Et donc, dans le débat avec le secteur public, une partie du problème, c'est qu'en fait, ce qui marche bien, c'est dans le secteur privé. Je dis bêtement, mais c'est quand même comme ça. Et dans ceux qui marchent bien, il y a des endroits de la prédiction calculée qui sont très très forts. Moi j'ai deux exemples fétiches, mais en fait il y en aurait beaucoup d'autres. Effectivement, en reconnaissance d'image, ça marche très bien. C'est Google, c'est la traduction automatique. C'est Google Translate, qui renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur les modèles dits d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que pendant 15 ans, ça marchait mal, avec une progression très très flat, très plate. Et depuis 2 ans, du fait des nouvelles techniques de deep learning, ça marche toujours mal, mais franchement, c'est incroyable les transformations. Et donc là, c'est... Ce qui fait peur, je commençais un peu tout à l'heure par ça, c'est qu'on a l'impression que c'est ceux qui maîtrisent le plus les algorithmes qui vont encore mieux le maîtriser. Mais là, moi, je serais assez d'accord. En fait, c'est un complexe très compliqué entre le calculateur et l'écosystème de données. Mais il faut des données de qualité, et d'une certaine manière, les plateformes, avec le monopole qu'elles exercent sur nos vies et sur le contrôle des données, elles accèdent à un bassin de données de très très bonne qualité. Et quand on vient avec des données qui n'ont pas été faites pour ça, dans d'autres contextes, et qu'on les met dans des systèmes de calcul, on obtient des résultats où on fait, comme disent les data scientists, on fait mieux que random, mieux que l'aléatoire, le hasard, mais pas beaucoup mieux dans les calculs. Il y a un autre secteur, juste pour dire, c'est la recommandation musicale. Ça fait très longtemps que ça marche bien, et ça marche bien pour plein de raisons que les sociologues aiment bien. C'est que nous sommes réguliers, donc nous donnons des traces régulières aux gens, et nos goûts sont structurés, et du coup, les systèmes de recommandation... C'est-à-dire que j'écoute souvent un type de musique, du coup, l'algorithme va me dire tu devrais aussi écouter ça, ça va te plaire, c'est ça? Ce qui est une sorte de loi, enfin, en tout cas moi je suis très attentif, c'est-à-dire que c'est le moment où la machine boucle avec nos pratiques sociales. Et donc nous sommes nous-mêmes des algorithmes, c'est-à-dire que nous avons du fait de notre éducation, de notre socialisation, de nos choix, nous avons des choses qui sont durables et relativement structurées en nous. Et les goûts culturels en font partie, mais les goûts et les dégoûts. Et que quand on a et donc on voit bien l'articulation très importante entre le calcul et la donnée, c'est quand, en écoutant telle musique et en skippant telle autre musique, on donne à la machine des signaux sur ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas de façon homogène, régulière, stable et relativement propre, la machine arrive bien à comprendre nos goûts, à nous calculer et à nous prédire ce que l'on aimerait sans répéter des choses qu'on a déjà entendues. C'est important parce qu'on dit toujours l'algorithme répète. Non, l'algorithme, il circule autour, il fait des petites variations de recommandations autour des structures de goût que nous lui avons confiées. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, je trouvais que, enfin, moi, les expériences qu'on a et les échanges autour des collectivités locales, c'était juste pour revenir, effectivement, c'est hyper siloté. Les données n'ont pas forcément été collectées à but de pouvoir développer des nouveaux services dessus, mais plutôt pour des intérêts divers et variés. Et après, et ça, ce qui recoupe, enfin, Google, ils ont certes des super algos, mais en fait, ils ont surtout des milliards de données, et je vois plein d'entreprises qui ont des compétences et des algorithmes en France hallucinants, mais voilà, il faut qu'ils puissent avoir accès à des données pour véritablement arriver à des modèles efficaces, et les collectivités, je vois, enfin voilà, ils ont des données qui sont très en silo, et puis ils ont aussi
je vois une problématique d'ouverture de données, de voir sur quel niveau d'agrégation des données, où est-ce qu'ils mettent le potard, quoi. C'est-à-dire ils vont pas mettre toutes les données à disposition parce qu'ils ont quand même besoin de garder de la valeur, mais ils ont aussi besoin d'ouvrir des données pour que d'autres services puissent se développer et qui puissent être utiles aux citoyens, voilà, donc ils sont sur des problématiques comme celle-ci, ce que je vois. La législation, elle dit quelque chose au fait sur... bon, il y a la CNIL pour les données, mais enfin, de façon générale, est-ce que ça bouge là-dessus aussi pour protéger les citoyens Il y a quand même un gros règlement européen qui va être en application le 27 mai 2018, hein, qui s'appelle le GDPR en anglais, RGPD en français, et qui est une réglementation autour des données personnelles et qui est, je trouve, hyper intéressante. Et en tout cas, qui va vraiment apporter une uniformité en Europe sur l'utilisation des données personnelles. Donc quand même, en France particulièrement et en Europe, il y a une réglementation autour des données personnelles qui est assez intéressante. Et en plus, pour le GDPR, je trouve que c'est intéressant pour les entreprises, ne serait-ce que pour pouvoir se positionner d'un point de vue aussi concurrentiel sur un label. Enfin, je trouve que c'est un vrai label de qualité quand ils pourront dire qu'ils ils respectent le GDPR. Je pense que pour un usager, utiliser un service en sachant qu'il respecte cette réglementation, c'est intéressant, et j'ai vu des études qui ont été sorties il n'y a pas très longtemps là-dessus, et finalement les plus grands usagers des services Internet sont aussi ceux qui sont les plus attentionnés à ce qui est fait de leurs données personnelles, et donc c'est ceux qui vont aussi le plus utiliser des tas de technologies de blocage de pub ou autres, et finalement vont empêcher les services de pouvoir se développer aussi. Et donc pouvoir apporter des garanties autour de l'utilisation des données personnelles, c'est aussi pour une entreprise quelque chose de très important pour pouvoir aussi conserver un business model et conserver un service qu'on apporte. Ouais, sur la question de l'ouverture, enfin de l'évolution réglementaire en fait, des données, il y a cette disposition de la loi numérique qui prévoit l'ouverture des données, enfin qui crée d'ailleurs un statut de données d'intérêt général. Alors c'est moins ambitieux que le titre peut le laisser penser. Ces données d'intérêt général, ça s'adresse principalement aux délégataires de services publics, ceux qui gèrent le service de transport, de collecte des déchets, distribution énergétique, qui eux ont l'obligation de redonner à la collectivité, de partager avec la collectivité des données d'usage de leurs services. Alors ça a été l'objet d'intenses discussions au moment de l'élaboration de la loi, avec des gens qui étaient pour qu'on ouvre beaucoup plus, d'autres qui étaient pour qu'on mette des exceptions. Ce qui est intéressant quand même, c'est la création d'un statut, alors en l'occurrence pas de l'algorithme, mais de la donnée d'intérêt général. Et plus récemment, le rapporteur, il y a Luc Bello qui était député, s'est vu confier une mission sur la Smart City. Et lui préconisait d'aller plus loin, c'était de créer un statut de données d'intérêt territorial qui s'élargit en fait au-delà des acteurs qui travaillent en délégation de services publics à d'autres acteurs comme Waze, Uber, qui pourraient être également, alors les modalités sont évidemment compliquées à imaginer, mais qui pourraient devoir reverser leurs données à l'acteur public, en l'occurrence la collectivité locale, pour lui permettre d'élaborer ce qu'on appelle un service public local de la donnée, par exemple. Merci beaucoup. On a Marine qui nous demande si, via Twitter, si les dispositifs intelligence artificielle, algorithmes, etc., peuvent s'appliquer à des modélisations de systèmes physiques comme le climat. C'est pas moi. Non, mais là, les algorithmes, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais on en fait depuis des siècles. Une des méthodes aujourd'hui qui est à la mode du fait des techniques d'apprentissage, on les appelle bayésiennes. Thomas Bayes, c'était un révérend anglais du XVIIe siècle. Donc, d'une certaine manière, le fait de calculer et de modéliser, ça fait partie de la grande transformation des états et de la science et de la technoscience, on pourrait dire, du XXe siècle. Et l'histoire du climat, c'est une histoire où il faut à la fois produire des données,
dans un écosystème stable. C'est pour ça que c'est une histoire passionnante, en fait, l'histoire du climat. Parce qu'il a fallu aller mettre des capteurs atmosphère et des capteurs océan. Hein, et la grande transformation de la prédiction climatique, c'est quand on a fait le couplage océan-atmosphère. Donc il faut des balises, il a fallu, c'est un travail d'un siècle pour couvrir le monde de ces capteurs, et ensuite il faut ramener toutes ces données dans un centre de calcul, et ce centre de calcul, il va falloir construire un modèle pour fabriquer des modélisations de prévision de climat. Ces modèles ont souvent été des modèles au début relativement déterministes, c'est-à-dire qu'on posait des règles et puis on faisait varier les variables, etc. Mais très rapidement, effectivement, il a mis en place des techniques d'apprentissage, de choses plus complexes. Et même si ça reste quand même une forme de modélisation à règle, hein, les nouvelles techniques statistiques, celles des neurones et du deep learning, sont aussi en train d'arriver parce que, évidemment, c'est des systèmes extrêmement instables et oscillants en fonction de variations de flux de données qui arrivent. C'est quand même deux univers sociaux différents, voilà. Mais d'une certaine manière, on entre dans une période qui est assez intéressante du point de vue de l'histoire de la science. Là, c'est que finalement, des gens font des big data depuis très longtemps dans les univers scientifiques de la biologie, de la génétique, du climat, de la sismologie, etc. Ils ont des pratiques scientifiques avec des modélisations très anciennes. Et puis là, il y a des data scientists qui viennent, ils n'ont pas de culture statistique, mais ils viennent avec de la donnée, et puis ils ont des manières un peu bizarres de les traiter. Et ces deux univers sont en train de se rencontrer, d'utiliser les méthodes de l'un chez l'autre. Ça pose des questions, ça crée des frictions. Il y en a qui trouvent que c'est méthodologiquement pas sérieux, et ils n'ont pas tort. Et d'autres qui trouvent que c'est idiotement des hypothèses qu'on pose avec des modèles, alors qu'on pourrait faire ça de façon plus rapide, avec des techniques numériques plus évoluées. Mais la science et le monde des big data se sont déjà rencontrés, mais là, elles sont en train vraiment de s'hybrider. Voilà. Ça peut avoir un vrai impact. Ouais. Ah ben, il y a beaucoup de secteurs là, en génétique, hein, mais là on y est depuis une dizaine d'années. D'ailleurs, on a la question sur Twitter, là, sur le médical. Génétique, cancérologie, etc. Là, évidemment... Alors, est-ce qu'il peut être bien ou pas bien en fonction de qui utilise l'algorithme? Enfin, vous parliez des compagnies d'assurance tout à l'heure. Oui, alors après, il y a quand même une réglementation qui est assez forte autour des compagnies d'assurance, donc ils n'ont pas le droit non plus de faire des tas de choses. Mais effectivement, dans le médical, enfin, ce que je trouve intéressant, c'est que le data scientist, là, cet animal curieux, là, ce qu'il a, c'est qu'il a ces technologies de deep learning. En fait, elles fonctionnent. En fait, on ne sait pas trop pourquoi elles fonctionnent. En fait, voilà, on arrive à des résultats qu'on ne sait pas forcément expliquer. En fait, finalement, avant, on avait une entrée, on avait un modèle, et puis on avait une sortie, et on savait faire une corrélation entre le résultat de sortie et les paramètres d'entrée. Le truc qui est très différent maintenant avec cette boîte noire, là, ce buzzword de deep learning, c'est que finalement on a une sortie, mais on ne sait pas forcément expliquer pourquoi est-ce qu'on a cette valeur en sortie. Après, on arrive à la prouver à partir de vérités terrain qu'on a, etc. Mais en fait, il n'y a plus cette espèce de logique qu'il y avait. Donc c'est vrai que sur TerraLab, les expérimentations qu'on fait, en tout cas, on aime bien commencer par des théories un peu statistiques, pour au moins arriver à le reproduire avec une compréhension de ce qu'on est en train de faire, et après aller explorer avec des méthodes qui sont plus type deep learning. Mais en tout cas, voilà, ne pas construire un château de cartes sur un sable trop mouvant, quoi, et construire quelque chose sur déjà des constatations assez solides. Et puis le data scientist, qu'il a aussi, c'est que en fait, il va apporter des sources de données très variées, quoi. À la limite, le modèle plus classique auparavant, ou les stats plus classiques auparavant, on était sur des données plus restreintes. Et là, par exemple, en océanographie, en tas de choses, ils vont aller ramener des données externes supplémentaires, puisque maintenant, on a la capacité machine, et c'est ça qui a fait l'explosion de ces méthodes. On a des capacités machines qui permettent de traiter toutes ces quantités de données. Avant, on était quand même contraint par la capacité de calcul qu'on avait. Maintenant, il y a des capacités, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail technique de ces machines, mais c'est gigantesque. Vous voulez rajouter quelque chose? Peut-être, mais pour essayer de rendre tangible le truc qui se joue dans ces deux modèles-là, mais c'est exactement comme tu dis, c'est qu'on a beaucoup fait des modèles et des statistiques en cherchant, du fait de nos faibles capacités de calcul machine, et du fait aussi que nous voulions, nous humains, comprendre la causalité ou
le système de traitement qui était proposé, on cherchait à réduire les dimensions des données. Et réduire les dimensions des données, ça veut dire notamment faire une opération que les économistes ont beaucoup aimée, mais on a tous beaucoup pratiqué. C'est-à-dire on a beaucoup de variables, mais on cherche à étudier l'effet de la variable A sur la variable B, par exemple la profession des parents sur la réussite scolaire des enfants, toutes choses étant égales par ailleurs. C'est-à-dire que l'idée était d'avoir l'effet pur, et donc la cause, de la variable A vers la variable B en réduisant le bruit que le sexe, l'âge, la ville, etc. pouvaient avoir sur la corrélation qu'on allait trouver entre les deux variables. Les nouvelles techniques de calcul, elles sont multidimensionnelles, c'est-à-dire qu'elles ne cherchent plus à faire finalement à réduire l'espace sur deux variables qu'on va mesurer, mais elles gardent l'ensemble des dimensions. Et du coup, les modèles sont très bizarres parce qu'ils oscillent, parce qu'ils peuvent finalement dire que je prédis tel résultat en fonction de la variable C, D, Z et F, alors que dans un autre cas, il va dire je prédis tel résultat en fonction de la variable C, V et U. C'est-à-dire qu'il peut changer de modèle en fonction du contexte qui est visé. Et c'est là que nous, on ne sait plus lire à l'intérieur de la boîte. Hein, et c'est là le vertige qui parfois nous saisit. Mais effectivement, ça marchote. Et donc, il y a des cas où ça marche très bien. Et donc, voilà, d'une certaine manière, une grande partie des débats aujourd'hui sont menés sur cette idée que c'est une boîte noire. C'est précisément que les techniques que nous fabriquons, que nous programmons, etc., nous programmons l'idée que nous ne comprenons plus exactement comment il a fait, mais en revanche, on vérifie à la fin que ce qui a été fait a une forme de pertinence sans qu'on sache exactement l'explicabilité des algorithmes est aujourd'hui un enjeu central et un enjeu politique majeur. C'est que du coup, on peut avoir des décisions qui sont prises à base de calcul algorithmique sans qu'on ait accès à cette explicabilité du calcul, puisque précisément il a mené toutes ces opérations étranges dans des espaces multidimensionnels. C'est un peu effrayant, effectivement. D'ailleurs, une question que je trouve intéressante, qui est assez jolie, un peu de poésie. La machine ne va-t-elle pas nous en faire... C'est Thierry. Via Twitter aussi, la machine ne va-t-elle pas nous enfermer en nous calculant? On finit par être calculés les uns et les autres, et en nous proposant ce qu'elle calcule être bien pour nous. C'est-à-dire, voilà, c'est les algorithmes qui vont choisir à notre place. Est-ce qu'il reste encore de la place pour de l'intuition, pour... Ouais, je ne sais pas s'il y a une réponse à cette question. Dans les exemples qu'on a trouvés en préparant cette Hub conférence, une jeune Israélienne qui s'appelle Kira Radinsky, je ne sais pas si vous connaissez, qui a été distinguée par le MIT Tech Review dans son célèbre palmarès des 35 jeunes les plus innovants au monde. Elle a mis en place un logiciel capable de prédire l'arrivée des crises sociales, politiques ou sanitaires. Et a priori, donc, on nous dit qu'il y a un taux d'erreur de 30%, mais elle aurait pu prédire la flambée du choléra à Cuba ou les émeutes du Soudan en 2013. Non. Ça marche. Ça marche. Non, mais peut-être pour dire un mot, parce que avec la vague actuelle, là, on a, et les journalistes sont assez peu critiques, on a toute une série de trucs, on nous annonce monts et merveilles, les algorithmes vont prédire ça, les algorithmes vont faire ça. Et ce qui est compliqué, enfin moi je trouve le discours compliqué à faire passer, c'est de ne pas dire que les algorithmes ne produisent pas quelque chose, ils sont bien réellement en train de faire quelque chose, mais ils ne sont pas en train de faire tout ce que disent ceux qui les promeuvent en vendant des expériences où évidemment quand on fait une prédiction, on a une chance sur deux que l'événement ait lieu, et quand il a lieu, du coup on va laisser penser qu'il a bien fonctionné. Là les taux d'erreur et de prédiction sur ce genre de calcul sont assez faibles en fait. Ouais, mais, enfin, la question du déterminisme qui était soulevée par Thierry, c'est ça? Effectivement, elle est fondamentalement choquante, quoi. Enfin, humainement très choquante. On ne peut pas se laisser calculer par un algorithme. Mais après, c'est aussi la question des élections américaines avec Facebook. Enfin, est-ce que les algorithmes pèsent sur une élection aussi importante? Enfin, effectivement, c'est assez flippant, quoi. C'est inacceptable, même si certainement il y a des cas dans lesquels ça fonctionne. C'est pour ça que la question intéressante, c'est de se dire, dans le rapport que les algorithmes entretiennent avec l'avenir, ils sont aujourd'hui, est-ce qu'ils sont prédictifs? Je ne sais pas, l'exemple que tu citais, avec une erreur de 30%, tu te dis, voilà, ça marchote quand même, c'est pas encore hyper probant. Peut-être qu'ils le deviendront, certainement qu'ils deviendront plus capables de prédire ce qui peut se passer.
Nous, on fait la prospective chez Chronos et on distingue la prospective constructiviste de la prospective déterministe. Et moi, il me semble que dans des contextes extrêmement complexes et relativement incertains, on peut constater que les algorithmes sont inductifs, ils changent les comportements, et ça on le mesure très bien, on fait des enquêtes auprès des Français, on mesure très précisément la part de Français qui ont des comportements de mobilité par exemple qui sont modifiés par les nouveaux services numériques. Dire qu'ils sont prédictifs, c'est à mon avis un autre exercice auquel je ne me risquerais pas à long terme. Et je pense qu'en plus le sujet c'est pas forcément de savoir s'ils sont prédictifs ou pas, c'est de savoir qu'est-ce que les algorithmes, quels objectifs on assigne aux algorithmes. Je vais prendre un exemple très concret, très simple. Dans la mobilité aujourd'hui, on voit apparaître ce qu'on appelle les services de mobility as a service, c'est-à-dire des plateformes logicielles, des plateformes qui vont indiquer aux personnes comment, porte à porte, ils peuvent effectuer leur déplacement en combinant différents modes. La question de l'objectif qui se pose derrière, c'est est-ce que, en fonction de l'acteur qui va opérer ce service, est-ce qu'il va avoir la volonté de proposer des trajets porte-à-porte qui soient les moins carbonés possibles, ou les plus rapides, ou les plus économiques, ou les plus avantageux pour les partenaires avec lesquels ils travaillent. Et ça, c'est un enjeu qui est relativement immédiat, qui est hautement politique, et qui aujourd'hui, c'est un peu le constat que nous on fait et sur lequel on travaille, c'est que il y a peu d'acteurs publics aujourd'hui, notamment au niveau des collectivités locales, qui voient arriver ces enjeux-là et qui s'en saisissent à leur juste mesure. Mais à la limite, je dirais, là, sur cet exemple-là, ou sur Facebook pour les élections, en fait, à la limite, je me dis Facebook pour les élections américaines, ça a plutôt été une prise de conscience générale qu'en fait, il y avait un algorithme derrière Facebook et que sur son mur Facebook, en fait, on ne voyait pas une information exhaustive, mais on voyait une information qui était issue d'un calcul par rapport à ses choix, ses goûts, ce sur quoi on a déjà cliqué et tout. Moi, je rêverais d'avoir à la limite la possibilité d'activer ou désactiver. Activer, parce que de temps en temps, peut-être sur Facebook, voilà, il faudrait pouvoir... on peut le faire, avant, je n'ai même pas vu trop de boutons. Mais de la même façon que... Et ça, c'est ce qui correspond à des tas d'initiatives, et notamment, il y en a une en cours sur la transparence, en fait, et plutôt... parce qu'on algorithme cette boîte noire là, en fait c'est plutôt que l'algorithme dise ce qu'il va faire en fait, hein, et qu'il fasse ce qu'il dise, quoi, et qu'on puisse avoir un indicateur là-dessus, et que du coup on peut tout à fait faire le choix après pour une ville ou pour un citoyen de prendre ce service-là, parce qu'après tout, je sais pas, le carbone je m'en fiche, j'ai envie d'être le plus rapide chez moi, le plus rapidement chez moi, ou à l'inverse, je me dis que non, je veux une consommation carbone. Mais en tout cas, on le fasse en connaissance de cause. Donc je pense que de la même façon que la question sur, je sais plus si c'était Twitter, je pense qu'après, il faut avoir une prise de conscience individuelle et collective, hein, de tout ça, et puis qu'on garde quand même un certain libre arbitre. Enfin, peut-être après je suis utopique, hein, mais je me dis qu'on garde en fait encore en tant qu'individu un libre arbitre, mais par contre, il faut avoir cette information. C'est une question d'ailleurs sur Twitter, la fameuse question, hein, un robot pourrait-il échapper au contrôle de son inventeur et se retourner contre lui? Voilà, mais ça permet de répondre aussi à la question précédente, parce que c'est un peu la même chose. On est en train on est en pleine science-fiction. Et c'est marrant à quel point, je pense que c'est intriguant de se poser à chaque... Bah oui, mais en même temps, si on nous avait dit tout ce qui allait arriver, si on écoute la science-fiction, elle n'a pas prédit grand-chose de l'avenir technologique. La science-fiction, moi j'aime beaucoup la science-fiction, hein. Je ne dis pas ça contre la science-fiction, mais je dis contre cette idée que le futur ressemble à la science-fiction. Dans la science-fiction, les voitures volent. On n'est pas parti pour que les voitures volent. Voilà. Mais on va sur Mars et on va peut-être y aller aussi. Ça, c'était la conférence de la semaine dernière. Ouais. Mais on n'y est pas. On n'est pas. Parce qu'il y a une très bonne blague d'un des meilleurs chercheurs sur la question du machine learning, qui s'appelle Andrew Ng, qui était à la recherche de Google, puis qui était chez Baidu, et qui là est revenu à Stanford. Là, et il a cette blague très forte. Et quand on lui dit robot autonome, etc., machine, le robot qui prend ses décisions tout seul, c'est-à-dire une IA forte, personne ne sait la faire. On en parle, mais en fait, personne ne sait comment on va. En fait, c'est l'IA faible aujourd'hui. L'IA faible, c'est fait du traitement statistique sur des objectifs supervisés et prédits. Et il dit, se poser la question de ce robot autonome, c'est comme se poser la question de la surpopulation sur Mars. Alors, on ne sait pas aller sur Mars,
Hein, et on ne sait pas comment on y va, mais on est déjà en train de se poser la question de la surpopulation. Et je crois que c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est de l'anticipation. Ce qu'on est en train de faire collectivement, en ranimant quelque chose, et c'est là que peut-être le sociologue est concerné, c'est-à-dire en ranimant cette chose qui est structurante pour nous, c'est-à-dire une séparation entre l'homme et l'automate, et avec cette idée que ce soit un rapport de force qui, comme ça, tout d'un coup, l'automate serait plus fort. Ça fait très longtemps que les machines savent faire des choses que nous ne savons pas faire. C'est sûr. Ça fait très très longtemps qu'elles vont plus vite que nous, qu'elles font, etc. Elles sont en train de calculer beaucoup plus vite. Voilà, ça, elles nous ont dépassé. Mais la Google Car, d'ailleurs, c'est un algorithme. Oui, c'est des techniques de deep learning, bien sûr. Mais du coup, on retrouve les données. Les Google Cars, qu'est-ce qu'elles font? Elles passent leur temps sur toutes les routes américaines à apprendre ce que c'est qu'une route. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un tournant, qu'est-ce que c'est qu'un passant, qu'est-ce que c'est qu'un chien qui traverse la rue. Donc elle apprend. Hein, et donc elle conduit. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est cette idée d'une prise de pouvoir de l'autonomie des systèmes, c'est toujours oublier qu'en fait, l'histoire de l'humanité, c'est des couplages nouveaux que nous faisons entre les humains et l'environnement socio-technique. Et qu'on se fait un peu peur en disant l'environnement va prendre le pouvoir qui va venir. En fait, nous fabriquons l'environnement et nous allons fabriquer les fameux êtres qui vont prendre le pouvoir. Et il y avait dans l'histoire de l'informatique un autre courant qui était opposé à l'intelligence artificielle, qui disait augmenter l'intelligence des humains. Hein, donc c'est pas intelligence artificielle, mais c'est augmenter l'intelligence, artificialiser ou augmenter l'intelligence des humains. Et ceux qui ont porté ce courant, ils ont inventé l'ordinateur personnel, le lien hypertexte, le web, etc., etc. Et donc, eux, ils sont toujours dans cette idée que c'est un couple entre l'automate et les humains. Et moi, je ne peux pas faire le prophète, je suis complètement incompétent, mais moi, je pense qu'en fait, on est tout simplement en train de créer des environnements qui sont plus performants pour calculer, etc. Avec, et je rajoute cette clause, avec le fait que nous sommes complices du fait que les objectifs que les concepteurs de ces services mettent, ce soit l'utilité et pas le trajet décarboné. Et ça, c'est sans doute la critique politique qu'il faut conduire contre les algorithmes et contre ceux qui les programment et les services qui arrivent, c'est qu'en fait, les modèles sont réglés toujours sur la vitesse, sur le plus court, sur le temps de scroll, sur le premier lien, sur le plus populaire. Et donc, en réglant les objectifs des algorithmes sur ces critères d'efficacité et d'utilité, parce que nous le voulons. Pas sur le plus durable, quoi. Hein, peut-être qu'il y a d'autres exigences que nous pouvons de temps en temps penser civiques comme étant plus importantes, mais que dans la réalité de nos pratiques, nous ne montrons pas aux algorithmes, et du coup, ils se règlent sur des critères d'utilité un peu idiots. Un algorithme durable, c'est la prochaine étape pour les algorithmes. Vous y ajoutez quelque chose? Oui, je ne savais pas si ça avait, par exemple, ce que tu viens de dire là, si ça avait un lien avec, par exemple, les politiques de la ville ou les politiques de circulation dans une ville. Parce que j'ai vu des villes qui sont quand même assez gênées par des services qui sont fournis, qui sont grand public maintenant, et qui viennent finalement gêner aussi une circulation dans les villes parce qu'il y a des zones scolaires, parce que... C'est un débat typique, mais tu connais mieux ça, de Waze. C'est-à-dire, Waze nous donne le chemin le plus rapide, nous voulons le chemin le plus rapide, mais le chemin le plus rapide peut de temps en temps détourner par la route où il y a des sorties scolaires. Et donc, comme conducteur réglé à l'utilité, on veut le plus vite, et comme citoyen, parents, etc., on se dit non, il vaudrait peut-être mieux que ça prenne plus de temps, mais que ça passe pas à cet endroit-là. Donc les collectivités locales sont en tension avec les opérateurs. D'autant que, on est entre nous, donc c'est... Mais ouais, ça n'a jamais enlevé un véhicule de la route, quoi. Donc en termes d'utilité... Non, mais c'est pratique quand même. Ah oui, c'est pratique, mais je l'utilise régulièrement. Mais bien sûr que c'est pratique. Mais voilà, c'est exactement ce que disait Dominique, on est dans une artificialisation de notre confort, de notre qualité de vie, etc. Mais, enfin, notre qualité de vie présumée, mais on n'est pas sur quelque chose qui s'inscrit dans la façon d'ailleurs dont les politiques pensent le territoire. C'est-à-dire que l'exemple que vous donniez, de Waze qui dévie la circulation devant les écoles, devant les zones 30, etc., ça se produit déjà aujourd'hui. Waze, pour l'instant, n'a pas l'intention de partager ces algorithmes, de les modifier à la demande des collectivités, même s'ils vont évoluer. Moi, ce que je trouve intéressant sur cet exemple de Waze, c'est de voir que ces francs-tireurs, ces affranchis qui ont pensé ces services sans interaction avec la puissance publique, aujourd'hui ont plutôt tendance à revenir vers l'acteur public
pour différentes raisons. Waze, parce que c'est une question de qualité de service, ils vont avoir besoin d'engager l'acteur public pour améliorer la qualité du service qu'ils délivrent à leurs utilisateurs. On voit Uber qui revient vers les collectivités avec son programme Movement en disant je vais vous donner je vais partager certaines de mes données, c'est pas terrible encore aujourd'hui, mais ils sont dans une démarche où ils sont plutôt OK pour partager leurs données avec les collectivités. Ils en ont besoin pour des questions de légitimité. Blablacar se dit, moi je veux faire du covoiturage, du covoiturage au quotidien, j'ai besoin d'un rapport avec le territoire qui ne peut plus être l'ignorance totale, quoi. C'est donc une porte qui s'ouvre pour que les collectivités puissent négocier une entrée dans des algorithmes, dans une forme de loyauté, enfin, je ne sais pas comment il faut le définir, hein, mais ça je trouve que c'est intéressant, quoi. Ça redonne c'est une façon de reprendre la main, quoi. Justement, enfin, peut-être qu'il y a des représentants de collectivités dans la salle, qu'est-ce que tu leur dirais justement d'aller vers ces acteurs-là ou de créer des projets eux-mêmes ex nihilo sur ces sujets-là? C'est plus des alliances entre les collectivités et justement les géants de la donnée qu'il faut promouvoir. Celui qui a la réponse, il faut tout de suite qu'il monte sur scène. Je pense que non, les collectivités... je pense qu'il y a un terrain d'opportunité qui s'ouvre qui est gigantesque. C'est-à-dire qu'on ne fera plus des services urbains comme on les a fait par le passé, qu'il va falloir rentrer dans des coopérations, des négociations nouvelles avec tout un tas d'acteurs, qu'on peut s'appuyer sur la multitude dans la mesure où on en connaît un peu les codes, et que c'est la capacité des acteurs publics en fonction du contexte dans lequel ils sont et de la façon dont ils élaborent l'intérêt général. Ils ont une palette de possibilités énorme. À eux d'être, entre guillemets, éclairés, de faire preuve de discernement dans la façon dont ils vont nouer ces nouvelles coopérations. On va prendre des questions dans la salle sans passer par les algorithmes, c'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre un micro. Juste avant, j'ai la question qui tue, je ne sais pas qui va vouloir la prendre, parce que si celui qui va y répondre va devoir définir un autre concept, qu'on a traité il n'y a pas très longtemps d'ailleurs dans les conférences. Allons-y. Algorithme et blockchain, c'est compatible? Point d'interrogation. Alors on en fait nous sur TerraLab. Oh là là, expliquer la blockchain. C'est un buzzword énorme, la blockchain. Tout le monde en parle, il y en a peu qui en font. Hein. Enfin bon, pour être... Bon, la blockchain, je dirais, je sais pas comment définir simplement la blockchain. Alors, je vais pas parler du Bitcoin parce que moi, ça m'intéresse pas. Là, c'est la monnaie alternative, la monnaie virtuelle. La blockchain, finalement, c'est, imaginons que vous avez chacun vos ordinateurs, il y a des serveurs, il y a des data centers, et finalement, chacun contient un petit bout d'information. Et que pour reconstituer l'information, en fait, il va falloir aller chercher des petits bouts d'information un peu partout. Alors ça, c'est mignon, mais en fait, au final, ça permet de sécuriser une information. C'est-à-dire que si chacun contient un bout d'information, et s'il faut l'accord de chacun pour réussir à reconstituer l'information, finalement, ça fait un partage de sécurité, ça crée une confiance. En tout cas, nous, sur TerraLab, c'est de cette façon dont on l'utilise. Hein. C'est-à-dire qu'on se dit que s'il y a plusieurs acteurs qui veulent partager de la donnée, à un moment, s'ils peuvent aller vérifier dans la blockchain, donc qui est quelque chose de public, hein, qui est quelque chose qui a une gouvernance, mais alors là, totalement ouverte, mais dans lequel on peut avoir tout à fait des informations qui sont cryptées. Hein. S'ils peuvent aller chercher dans un registre, comme un registre comptable, hein, quand on est comptable, on a un registre comptable où on va aller noter toutes les opérations. Finalement, dans la blockchain, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des registres comptables, hein. On appelle ça la notarisation, finalement, de ces informations qui vont être dans cette grande chose virtuelle qu'est la blockchain. Et à un moment donné, on peut aller regarder dans le registre comptable que cette action a bien été faite. Voilà. Donc c'est de cette façon-là dont on l'utilise, hein, sur TerraLab. Après, il y en a... multitude des blockchains, il y a aussi beaucoup de fantasmes autour de la blockchain. C'est hyper coûteux en calcul, ça peut griller des forêts, parce qu'il faut des serveurs. Hein. Si on veut aller recalculer l'information en allant la chercher partout pour la reconstituer, vous imaginez le temps de requête pour aller chercher les infos partout et le temps de calcul pour la reconstituer, ça peut être monstrueux.
Donc il faut savoir l'utiliser. Je pense que ça a beaucoup de buzz en ce moment. Je pense que comme toute nouvelle technologie, il y a une montée de buzz et puis après on va redescendre dans une réalité et on va avoir des usages concrets qui seront plus limités, comme les réseaux de neurones dans les années 80, qui avaient monté tout d'un coup, il y avait un grand espoir. Puis après, ceux qui ont continué à travailler sur les réseaux de neurones, ils ont traversé le tunnel des années 90 jusqu'en 2015 à peu près, où là, il y a eu en reconnaissance d'image, parce qu'à l'époque j'étais en reconnaissance d'image, où là on a vu des résultats hallucinants, alors qu'en reconnaissance d'image, on arrive à grappiller des petits pics, des petits percentiles de performance supplémentaires. Là tout d'un coup on avait un algo qui performait à fond. Donc hop, c'est reparti. La blockchain, je pense que voilà, il y a une montée de buzz. Après, on va redescendre vers quelque chose de concret. Et puis après. Peut-être, c'était très juste. Et peut-être ce qu'il faut ajouter, c'est si ça suscite ce buzz, c'est que dans le système que tu as décrit, tout le monde est garant de confiance du système et c'est plus une institution centrale qui pourrait manipuler. Donc c'est ce qui séduit tant les blockchainers là. C'est cette idée d'un pouvoir qui serait décentralisé, dans lequel on n'a plus besoin des sortes de garants centraux que sont l'État, les institutions, les banques, etc. Mais que d'une certaine manière, à travers la circulation et le fait qu'on met un bloc à chaque moment de la circulation, eh ben on a distribué la garantie de cette affaire. Mais après, moi je signe complètement, ça brûle des forêts, ça marche pas très bien. Enfin bon, ça fait partie de ces grandes mythologiques que l'on a comme ça régulièrement. Eh bien, on va prendre quelques questions dans la salle. Monsieur, c'est moi qui donne le micro. Comment je fais après? Après, je vous le rends. C'est gentil. Ouais, bonjour. Question courte. Est-ce qu'on travaille sur des algorithmes qui vont permettre de surveiller les algorithmes, de faire un peu de reverse engineering? Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour vérifier, valider qu'une intelligence artificielle a été bien élevée, bien éduquée en fait? On a vu pas mal de cas où elles deviennent racistes, sexistes, etc. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des outils qui permettent de contrôler l'éducation de ces intelligences artificielles faibles? Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut revenir juste sur l'histoire de l'algorithme qui est devenu raciste, effectivement? Oui, je ne sais plus ce que c'était, tout le monde n'était pas... C'est un truc, c'est IBM qui avait lancé, c'est ça. Alors, qui renvoie au fait que les algorithmes, c'est ça qui est nouveau, ils deviennent ce que les données leur disent de faire. En fait, nous éduquons les algorithmes. Donc, l'algorithme est passé sur Twitter, il a rencontré une secte nazie, et qui lui a appris un vocabulaire nazi, et du coup il est devenu nazi. Il n'a pas été programmé nazi, il a été éduqué nazi. Et c'est la même chose pour apprendre aux voitures à conduire, pour donner des modèles. Donc en fait les biais sont dans les données. Non mais c'est très important dans l'articulation. Faire attention aux fréquentations de l'algorithme. Voilà. Entre la société et les calculs, c'est que pour tout, mais pour la fabrication des crédits d'assurance, pour la mesure des publicités, pour la prédiction du crime, pour tous ces calculs, on prend des bases de données qui sont nos comportements, les données qui ont été enregistrées. Et donc les biais que vont apprendre les algorithmes pour fabriquer des modèles sont dans les données initiales. Donc il y a quelque chose, un enjeu central. Moi je suis très impliqué, et on est de plus en plus impliqué dans l'idée d'auditer les algorithmes et de les contrôler. C'est pas un algorithme qui contrôle les algorithmes, ça déjà c'est beaucoup fait dans les systèmes, aujourd'hui dans les systèmes algorithmiques, vous avez on fait des salades, on met plusieurs algorithmes en compétition, puis on en met un au-dessus qui juge la performance de chacun pour prendre la décision. Là, c'est vraiment l'idée de se mettre à l'extérieur du calcul et du service, et de le tester, de le mettre à l'épreuve, et d'opérer des vérifications sur exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire la nature de son fonctionnement, son intelligibilité, et puis c'est vrai que le terme que tu as employé tout à l'heure, et le terme dominant aujourd'hui, c'est celui de loyauté, c'est-à-dire qu'on doit... l'algorithme doit vraiment faire ce qu'il prétend faire. Hein, et ça, il faut pouvoir le vérifier parce que, évidemment, moi, dans les services du web que j'étudie, on n'en est jamais tout à fait sûr. Hein, on n'est pas sûr, enfin même des enquêtes de ce type-là montrent le contraire. Il y a des fausses voitures sur Blablacar, qui apparaissent, pas Blablacar sur Uber, qui apparaissent. On n'est pas tout à fait sûr que les livres que nous recommandons parce qu'ils ont été lus par les gens qui ont lu les mêmes livres que vous, est bien été lu par des gens qui ont acheté le même livre que vous, mais peut-être que Amazon a un contrat avec un éditeur qui est en train de fourguer. Donc il y a à chaque fois cette idée de la loyauté, c'est-à-dire que les algorithmes ont une promesse de service
qu'on décode plus ou moins bien, mais il faut quand même vérifier qu'ils font bien ce qu'ils disent. Et il y a des enjeux sur plein de services comme ça. J'avais envie d'ajouter une chose, c'est peut-être pas c'est pas l'algorithme qui contrôle l'algorithme, mais on a vu au moment des attentats à Londres que l'algorithme d'Uber a fait un surge pricing, c'est-à-dire que les prix ont explosé très peu de temps après les attentats, et ça a été repéré sur Twitter, et Uber a été accusé d'avoir mis beaucoup de temps à rétablir un pricing qui soit... Je pense qu'il y a une régulation qui peut se faire aussi par autre chose que d'autres algorithmes. J'ai beaucoup apprécié l'historique et les définitions qu'ont donné c'est Dominique Cardon, c'est ça? Puisque, étant un des acteurs de tout ça depuis les années 60, je confirme, j'ai toutes les étapes, des chutes, des reprises, etc. Mais par contre, sur l'algorithme de Google, là, je suis pas tellement d'accord. Parce que si on pose une question, on a 1 million de réponses. Auparavant, Google permettait de faire un peu de filtrage avec des saufs ou des périodes. Bon, ça c'est supprimé. Nous, ce qu'on faisait au début des grandes bases de données, dans les années 70, quand on interrogeait ces grandes bases de données, on pouvait mettre tel mot adjacent à tel mot, singulier, pluriel, sauf, etc., avec des dates. Et là, on arrivait à 10 résultats pertinents. Avec Google, j'arrive jamais à ça. Donc, c'est pour ça que je suis étonnée que vous soyez si admiratif. Merci. Je ne sais pas si j'étais admiratif. Enfin, moi j'ai beaucoup étudié, mais là j'en ai pas parlé ce soir de l'algorithme de Google, qui effectivement, je crois que c'est le prince des algorithmes. Hein, c'est la chose, l'algorithme du classement naturel, qui est une très très longue histoire. Il lématise, hein, donc il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que dans le langage booléen, ils l'ont supprimé, mais on l'écrit autrement. On l'écrit plus en booléen, mais vous pouvez vraiment avoir des adresses de ce type-là. Simplement, effectivement, maintenant l'index est tellement grand qui ne va pas vous en donner 10, mais il faut prendre les 10 premiers. Le débat qu'a posé cet algorithme, qui est un débat étonnant, c'est qu'il est parti de gens qui travaillaient plutôt sur du texte et qui classaient en fonction d'éléments, du mot-clé présent dans le texte. Et puis, ce qui a fait la force, d'une certaine manière, de l'algorithme, c'est de dire non, en fait, il faut bien trouver des mots qui dans la page web, correspondent au texte qu'on a mis. Mais ce qui va faire l'approximation de la qualité d'une page ne dépend pas de la qualité sémantique de la page, mais dépend de l'autorité qu'elle a obtenue dans le tissu du web à travers les liens hypertextes. Ça a été une révolution formidable. Ça fait un outil qui globalement marche avec tous les défauts qu'il peut avoir. Et un des enjeux que posent aujourd'hui les nouveaux algorithmes, c'est que, là évidemment je parle d'une histoire ancienne, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, Google intègre au classement des sites web la trace de vos clics sur des mots-clés précédents pour personnaliser cette affaire. Et donc il y a quand même là un enjeu citoyen, politique fort, qui est de dire est-ce que finalement on doit avoir tous le même classement, ce qui reste, géolocalisation mise à part, ce qui reste globalement le cas, mais on n'a jamais en fait vraiment le même classement. Ou bien est-ce que finalement, si Google sait que je lis plutôt Libération et Le Monde que Le Figaro, va se dire, s'il ne clique jamais sur Le Figaro, je ne lui donne jamais de données qui montrent que je clique sur Le Figaro, ben, il va se dire, c'est pas la peine de lui montrer Le Figaro. Et donc là, on est typiquement le genre de question qu'on se pose dans les audits d'algorithmes, c'est de dire, même si c'est pas utile, il est nécessaire de me montrer les articles du Figaro quand je fais des recherches. Et c'est précisément là que l'objectif de régler l'algorithme sur l'utilité directe de l'utilisateur peut faire disparaître des préoccupations d'intérêt général, de bien commun, d'accès à la diversité des opinions, même si, effectivement, dans les comportements, je ne vais pas entièrement satisfaire cette diversité. Une autre question ? Question courte, s'il vous plaît. Alors je me permets de poser une question. Je pense qu'on fait une confusion entre deux notions.
la notion de prévoir et la notion d'expliquer. Quand vous dites qu'on a un certain nombre de données qui permettent de prévoir des comportements, en réalité, elles ne permettent pas de prévoir, elles permettent d'expliquer. C'est-à-dire d'essayer d'expliquer le passé. Ce qui ne veut pas dire que le futur sera comme le passé. Pourquoi? Parce qu'il y a des ruptures de tendance. Il peut y avoir des ruptures de tendance qui se matérialisent, ce qui existait d'ailleurs dans les données macroéconomiques, notamment en économétrie. En économétrie, on peut trouver des fonctions excellentes qui expliquent le passé, et c'est pas pour autant qu'on arrive à prévoir le chômage, à prévoir etc. C'est pareil pour Waze. Waze va permettre d'expliquer une circulation, mais il ne prévoira pas, par exemple, un bouchon ou un accident ponctuel. S'il n'a pas l'info qui lui est donnée en temps réel, eh ben, il se trompera. Donc ne confondons pas prévoir et expliquer. Je voudrais juste, là c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Dominique, sur l'apprentissage. De toutes les façons, un algorithme, il apprend à partir de quelque chose, et puis après, il faut voir les modèles qui sont appris comme ça, comme quelque chose d'assez vivant. Donc oui, il ne va pas prévoir des accidents, enfin tout ce qui est vraiment, ce qu'il ne connaissait pas du tout, il va avoir du mal à le prévoir et à le prédire. Par contre, voilà, un modèle type deep learning, en fait, il va apprendre sans cesse des informations qu'il a. Donc il va ingurgiter de l'information parce que de toute façon, nos usages, nos données, elles évoluent aussi dans le temps. La façon dont on utilisait les transports il y a 5 ans est différente de celle qui existe maintenant. Dans la ville, il existe des services qui n'existaient pas, enfin je sais pas, les Vélib, CityScoot, il y a plein Autolib, il y a plein de services dans la mobilité, et ça, voilà, les modèles, en fait, il faut voir ça aussi comme quelque chose qui vit et qui apprend. Non, c'est très juste, parce que moi je pense que vous avez raison, mais le problème c'est quelle est la vitesse du changement, ou de la nouvelle tendance. Et moi ce qui me fascine beaucoup, mais je n'étudie que les algorithmes du web, c'est à quel point, en fait, quand on dit prévoir, c'est prévoir dans 5 secondes, dans 3 secondes, le comportement de l'utilisateur. Donc ils ont une vision du futur qui est quand même très très raccourcie, en fait. Et en revanche, ils vont utiliser la donnée de nos comportements dans 3 secondes pour réviser le modèle. Et du coup, quand il y a des inflexions de tendance, quand elles sont visibles sur une temporalité qui se donne à voir comme ça, d'une certaine manière, ils peuvent les voir. Ils peuvent les voir parce qu'ils calculent sur des boucles courtes. Il ne faut pas oublier les statisticiens et les économistes, on a beaucoup travaillé sur la base de données, on l'a recueilli, elle adapté, et puis on fait les calculs. Là, c'est des modèles dynamiques. C'est vraiment nouveau dans les big data. Des services où il y a des trucs qui fonctionnent, c'est qu'en fait, la donnée n'est pas une fois pour toutes. En fait, c'est un flux. Et en fait, le calcul se règle sur le flux pour se modifier en fonction du flux. Et donc, on pourrait imaginer voir arriver des tendances, même s'il reste les signes noirs, c'est-à-dire toutes ces choses qui, n'étant pas dans les données du passé, n'étant pas dans la tendance qui se transforme, sont de toute façon invisibles aux calculateurs et aux prédictions. Avant de reprendre une autre question, c'est Twitter qui vous parle. Comment va évoluer la féminité quand on sait que les algorithmes sont écrits à 98% par des hommes? C'est Joël qui pose la question via Twitter. C'est un garçon. Non seulement ils sont écrits par des hommes, mais en plus, parce qu'il y a une belle étude qui le montre, ils apprennent à partir de données du passé et d'un passé qui est largement sexiste. Et donc, par exemple, il apprend des textes. Il y a des données qui associent des professions et des valeurs. Et il prend la littérature mondiale. Et évidemment, les professions nobles, supérieures, etc. sont associées à des valeurs masculines, et les professions moins qualifiées sont associées à des valeurs féminines. Et ça, c'est dans les données, donc c'est dans le modèle, et c'est reproduit par le modèle. Est-ce qu'il y a des utilisations actuelles potentielles dans le domaine du management qui permettraient de noter, d'évaluer les salariés et d'influencer leur parcours? Est-ce qu'on peut licencier avec un algorithme? Alors moi, je n'ai vu aucune expérimentation sur le sujet. De toutes les façons, là aussi, dans les entreprises, les données, donc il y a des correspondants informatique et liberté. Avec le GDPR, il y aura des DPO. Il y a quand même une réglementation. Je ne suis pas bien sûre qu'on ait le droit de faire ce genre de choses. Moi, en tout cas, j'en ai vu absolument aucune. Je sais pas. Oui, mais il y a quand même dans l'entreprise des indicateurs, des KPI, des suivis, ce qui fait que les salariés sont mesurés dans toutes leurs activités, qui reviennent aux managers, qui prennent des décisions avec.
Donc il y a quand même une objectivation du travail par des métriques diverses et variées qui sont calculées, qui servent, mais c'est vrai. Moi j'ai entendu parler, mais ça je pensais un peu toutes les histoires de bleu. Ils ont repris un modèle qui est beaucoup fait pour les gens de la téléphonie, on appelle ça le churn, c'est ceux qui changent d'opérateur. Et donc on peut le prévoir depuis leur comportement téléphonique. Enfin le prévoir avec des taux de prédiction faibles, mais ça se voit. Et donc il y a des gens de RH dans les entreprises qui ont essayé aux États-Unis, hein, semble-t-il. Il faudrait vérifier parce que les histoires qu'on raconte, moi je cherche toujours à les vérifier. Hein. De prédire le churn, c'est-à-dire le départ de l'entreprise depuis les mails, Alors, on ne lit pas les mails, mais on voit à qui il écrit. Hein. Et donc il y aurait une transformation de la structure, de la signature sociale des correspondants par mail d'un salarié qui prédirait qu'il est peut-être en train de vouloir quitter l'entreprise. Peut-être plus sur le recrutement aussi, les algorithmes, là, pour le coup. Non. Moi, un café du commerce, il y a une boîte qui se qualifie d'Opal ou d'entreprise libérée, qui vise à justement passer toute la grille de rémunération et la politique salariale au sens large, de la transformer dans un algorithme en fait, multifactoriel qui permet de prédire, enfin de calculer en fait le salaire du salarié qui va être embauché. On va finir par avoir très très peur. Les gens qui fabriquent ça, le fabriquent avec en tête, il faut les interviewer pour voir ce qu'ils ont en tête, ils ont l'idée que si c'est fait par un algorithme, ça enlève les préjugés du recruteur, préjugés raciaux, préjugés sexistes. Donc, parfois ils le font avec la meilleure intention du monde, c'est-à-dire ils se disent, vaut mieux, et ça c'est, moi j'ai beaucoup étudié Google, c'est très dans la culture de Google, les humains, quoi qu'ils en disent, quoi qu'ils fassent, ils ont des biais. Et donc, d'une certaine manière, confier à un calculateur avec des procédures un peu bêtes, ça c'est un peu bête, mais au moins on défait ces préjugés et ces biais qui sont incorporés dans les humains. Et donc il y a des gens qui peuvent défendre ce genre de solution en disant qu'on va enlever des préjugés inscrits en nous et du coup comme c'est pas bon. Oui, je rebondis sur ce que vous dites. Il y a une expérience qui a été menée d'analyse de CV qui a permis de sélectionner plus de CV diversifiés avec une intelligence artificielle qu'avec une sélection humaine. On est rassuré finalement. Une autre question ? Oui, je voulais juste revenir sur votre définition de l'algorithme comme séquence ou série d'instructions. Et par rapport aux explications que vous donniez sur le deep learning, où justement c'est cette sorte de boîte noire, où on ne voyait pas forcément d'instructions en quelque sorte, qui n'était pas compréhensible, est-ce que du coup vous lui appliquez quand même la définition d'algorithme ou non? Et du coup, si vous pouvez juste expliquer un petit peu plus aussi du coup cette boîte noire en fait. Mais dans le code, il y a bien des instructions, hein, parce qu'il faut aller chercher la librairie, il faut mettre les données, il faut donner un objectif et attendre la sortie. Mais c'est vrai qu'au milieu, il y a un truc un peu noir, mais dans lequel, en fait, quand on regarde les gens qui les travaillent, mais là, on entre dans la... Et moi, je suis très attentif, je pense qu'on devrait être attentif au fait que... on a un peu l'impression dans le discours public que les algorithmes, on a les données, on pose le calcul, puis on a le résultat. En fait, la réalité des gens qui font de la data science, c'est qu'ils passent 90% de leur temps à nettoyer, à régler, à tuner, etc. Parce que l'air de rien, il y a tout un travail un peu compliqué à le faire. Et pour régler, pour nettoyer, ben, on va mettre des règles, on va fixer des seuils, on va bouger des choses qui sont précisément de la logique de l'algorithme. La boîte est noire dans les réseaux de neurones parce que ce qui s'est inventé de façon étrange, en fait, les réseaux de neurones n'ont pas grand-chose à voir avec les neurones, sauf que métaphoriquement, ça aide à comprendre ce qui se passe. Mais on fait tourner un module qui fait 0 ou 1 en le liant à un autre module qui fait 0 ou 1 et en le liant à la donnée initiale. Et du coup, sur chacun des synapses, en fait, on va poser un coefficient. Et donc, en fait, le modèle, c'est une matrice des coefficients qui font tourner les neurones, qui s'est réglée progressivement, puis on a fait une descente de gradient, enfin, des modèles statistiques mis dans les neurones. Du coup, on va avoir un modèle qui voit bien, on lui donne des photos, il dit il y a un chat dessus, mais quand aussi bien celui qui l'a conçu que celui qui veut critiquer, que le journaliste lui dit montre-moi le modèle du chat, il n'a pas quelque chose de symbolique qui aurait été, c'est un animal qui mesure telle taille, qui a 4 pattes, qui a des oreilles, enfin des critères. Il a une matrice de coefficients, et ça, c'est chat. Voilà. Et c'est pour ça que c'est plus explicable, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le chat dedans. Alors là, je le présente de façon
trop naïve et trop caricaturale parce que les gens qui les fabriquent sont en train de trouver des solutions pour que quand même on voit quelque chose dans ce système. Hein. Et donc, on nous dit beaucoup c'est ininterprétable et inexplicable. Il est probable qu'on va pouvoir le voir. En revanche, du point de vue mathématique, il y a encore des choses qui sont là, pour le coup, assez inexplicables dans le fait que ce soit aussi performant. Moi, je voulais faire un rapport entre les robots et puis même, par extension, les serveurs vocaux interactifs. Quand on appelle, je ne sais pas, par exemple Pôle emploi, c'est impossible de les joindre. Vous tombez sur quelque chose, sur un serveur vocal, et en fait, vous n'avez jamais un humain au bout du fil. Et pareil chez YouTube, etc. Vous n'avez jamais d'humain. Vous ne pouvez jamais faire valoir ce que vous avez à dire. Et donc, par rapport aux algorithmes, je voulais savoir s'il n'y a pas de garde-fou. L'algorithme décide comme un robot finalement, il prend une décision et donc ça peut faire très très peur quoi. Donc je voudrais savoir à quel point il y a une législation pour qu'il y ait absolument des garde-fous derrière ces algorithmes. Ça correspond peut-être aussi à la définition de l'algorithme qui est un outil politique que tu disais au tout début. L'algorithme, c'est qu'un outil, c'est qu'un modèle mathématique et un outil. Après, c'est l'usage qu'on en fait, quoi. C'est comment est-ce qu'il est utile à un professionnel qui va pouvoir guider derrière, par exemple un médecin, il va avoir un résultat sur des maladies comme le cancer ou autre. Là, il va pouvoir avoir peut-être des informations qu'il n'avait pas eues auparavant, qui sont complémentaires des informations et des métriques qu'il avait. Et après, lui, il va faire sa propre analyse pour aller guider vers un traitement A ou un traitement B. Ce serait problématique si l'algorithme décidait que le patient bidule devait faire le traitement A. Donc après, je ne sais pas quel est l'amalgame qu'on peut faire entre l'algorithme et la décision qui est prise. C'est la façon dont on utilise le résultat, en fait, qui est intéressante. C'est quel est le choix qui va être fait derrière, commercial, quand on est... sur un serveur vocal pour un service après-vente, j'en sais rien, ou le choix médical. Enfin, du coup, j'ai du mal à répondre à la question parce que je comprends. Moi-même, je peux être énervée face à un résultat. Mais après, le lien avec l'algorithme est un outil. Et donc après, c'est comment on utilise l'outil. Est-ce qu'on l'utilise bêtement avec décision A, décision B ? Ou est-ce qu'on l'utilise comme une information et après, il y a un arbitre derrière qui va faire décision A, décision B. Est-ce qu'il y a un arbitre ça dépend du service. Un médecin, typiquement, il y aura toujours besoin de son intelligence pour décider du traitement A ou B. Après, Pôle emploi ou le serveur vocal ou je ne sais pas quel était le service, effectivement, c'est gênant. Mais après, là, je ne sais pas trop quoi répondre après là-dessus. Je pense que c'est un vrai sujet, il me semble. La question, c'est peut-être comment on fait pour qu'il y ait un arbitre. C'est une bonne conclusion, dis donc. Parce qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup à nos intervenants. Vous pouvez applaudir, s'il vous plaît.